Alors que ma fille mettait la table pour le réveillon de Noël, ma sœur Valérie l'a filmé et a posté la vidéo sur Facebook avec la légende « Regardez la gamine de cette ratée. C'est une vraie petite boniche. » Mes parents ont ri. La colère m'a envahi et nous sommes partis. Le lendemain, Valérie m'a écrit « Pourquoi je ne peux pas retirer 900 € de ton compte ?» J'ai souri et j'ai répondu. Les Noëls chez mes parents étaient devenus insupportables au fil des années. Ce n'était pas juste la tension gênante ou la fausse bonne humeur, c'était ce harcèlement constant et sournois, celui que personne ne dénonce parce qu'il est déguisé en vanne familiale. Mais ce n'était pas des vannes. C'était Valérie qui démolissait les gens pièce par pièce pendant que tout le monde riait juste assez pour avoir la paix. Elle avait besoin d'humilier quelqu'un chaque année. Une fois, c'était notre cousine Julie qui venait de divorcer. Une autre année, c'était notre oncle parce qu'il avait pris du poids. L'année d'avant, c'était moi, mais cette année, elle a choisi ma fille. Ma fille, Léa, a 8 ans. Elle croit encore que le monde est bon. Elle pense toujours que la famille, c'est sacré, et elle adore Noël. Nous avions passé des jours à tout préparer ensemble. Elle m'avait aidé à faire la purée maison, elle avait pétri la pâte pour les petits pains et vérifié la cuisson du rôti dans le four comme si c'était sa propre mission. Elle voulait même porter son pull rouge avec les petits boutons blancs qu'elle appelle le chic. Elle était si fière de m'aider à apporter les plats. Valérie a jeté un coup d'œil à notre nourriture et a dit assez fort pour que tout le monde entende que je cuisine toujours comme une ménagère des années 50 sans Internet. Maman a gloussé. Papa a continué à regarder son match de foot. Léa n'a pas semblé remarquer. Valérie avait le don de tout faire passer pour une blague. Elle a demandé à ma fille si elle avait été promue boniche en chef cette année. Puis elle s'est penchée et a chuchoté quelque chose à ma mère, et elles ont ri toutes les deux. Léa était occupée à plier les serviettes en triangle et à les aligner parfaitement. Elle ne disait rien, elle continuait juste son travail. C'est là que j'ai vu Valérie, son téléphone à la main, en train de filmer. Au début, j'ai cru qu'elle prenait une vidéo de famille, quelque chose de normal, mais je l'ai entendu rire, puis chuchoter quelque chose à mon père en lui tendant le téléphone. Ils ont ri tous les deux. J'ai compris. Je me suis avancée et j'ai tendu la main. Elle ne voulait pas me le donner, mais je l'ai pris quand même. C'était une vidéo de ma fille à table, lissant les serviettes, plaçant soigneusement les fourchettes. La légende sur Facebook disait « Regardez la gamine de cette ratée. C'est une boniche. » C'était déjà posté. Des gens avaient déjà liké. J'ai regardé Valérie et je lui ai dit de l'effacer. Elle a eu ce petit sourire narquois, alors je l'ai attrapée par les cheveux et je l'ai traînée dans le couloir. Ce n'était même pas de la colère, c'était de l'instinct. Des années à me mordre la langue sont remontées d'un coup. Elle criait, mais je m'en fichais. Je suis restée plantée là et j'ai attendu qu'elle l'efface. Personne n'est intervenu. Ni ma mère. Ni mon père. Pas même quand Valérie a hurlé que j'étais folle. J'ai dit à Léa qu'on partait. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit que c'était fini. Ma fille m'a regardée et a hoché la tête. C'est tout. On a mis nos manteaux et on est sortis. Personne ne nous a suivis. Personne n'a dit au revoir. De retour à la maison, je nous ai fait un chocolat chaud. Léa m'a dit qu'elle préférait être juste avec moi. Plus tard cette nuit-là, quand elle dormait, je me suis assise dans la cuisine et j'ai pleuré dans mes mains. Pas juste pour ce qui s'était passé, mais pour toutes ces années où j'avais laissé des gens comme Valérie me rabaisser. Je me demandais combien de fois ma fille avait remarqué sans rien dire. Cette nuit-là, quelque chose en moi est mort. Ou peut-être que quelque chose s'est enfin réveillé. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré. Valérie, pourquoi je ne peux pas retirer 900 € de ton compte ? J'ai fixé l'écran et j'ai commencé à rire. Un vrai rire cette fois. Puis je l'ai appelée et je lui ai dit que je ne voulais plus d'elle dans ma vie. Et je le pensais vraiment. Elle a cru que je bluffais. Valérie a toujours cru qu'elle avait une emprise sur moi. Pendant des années, elle prenait des petites choses, empruntait de l'argent, s'incrustait quelques jours qui se transformaient en semaines, utilisait mon compte Netflix, demandait qu'on la conduise partout alors qu'elle avait une voiture.
Je disais toujours oui. Après la mort de mon mari, Marc, je crois que je voulais juste que quelqu'un reste près de moi, même si c'était une personne toxique. Mais cette fois, c'était différent. J'étais sérieuse quand je lui ai dit qu'elle ne verrait plus jamais un centime de ma part. Le lendemain de Noël, elle a envoyé 3 SMS avant 9 heures du matin. Tous disaient la même chose, et « je crois que ton compte bug. Je peux pas prendre les 900 €. Puis un message vocal. Puis un appel manqué. À midi, elle a rappelé et j'ai décroché. Elle a commencé par « y a un souci avec ta banque », comme si on était dans la même équipe. Quand je lui ai dit que je lui avais retiré l'accès, elle a ri. Ce rire faux qu'elle fait toujours quand elle essaie de rester calme. Elle a demandé si je faisais sérieusement ça à cause d'un truc sur Facebook. Je n'ai même pas répondu, j'ai laissé le silence s'installer. Elle a dit qu'elle était prête à passer l'éponge si je m'excusais d'avoir levé la main sur elle et si je lui virais les 900 € comme d'habitude. Je lui ai dit que ça ne m'intéressait plus de faire partie de sa vie, qu'elle devrait commencer à apprendre à vivre selon ses moyens sans m'utiliser comme roue de secours. Elle s'est tue une seconde. Puis les insultes ont fusé. Elle a dit que j'étais instable émotionnellement, que tout ça c'était à cause de mon mari mort, pas d'elle, que je m'isolais et que je devenais une vieille aigrie. Elle a dit que ma fille ne se souviendrait même pas de cette histoire de table dans une semaine, et que c'était moi qui la traumatisais en faisant un drame. J'ai raccroché. Les messages n'ont pas arrêté de la journée. Elle a tout essayé, la culpabilité, la manipulation, même des menaces vagues. Elle a dit qu'elle parlerait à nos parents et les laisserait décider comment gérer ça, comme si elle portait l'affaire devant un tribunal familial imaginaire. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai passé la soirée à faire des cookies avec Léa. Elle ne savait pas que quelque chose n'allait pas. On a mis de la musique et on a dansé dans la cuisine. Le lendemain matin, quelqu'un a frappé à la porte à 8h15. J'ai ouvert et elle était là, maquillée comme pour un entretien d'embauche. Elle n'a même pas attendu d'être invitée. Elle m'a bousculé pour entrer et a dit « Il faut qu'on parle. Je pense que tu prends des proportions énormes. » Je n'ai pas répondu. Elle a commencé à faire les 100 pas dans ma cuisine comme si c'était la sienne, parlant très vite. Elle disait qu'elle comprenait que je sois vexée. Que le poste se voulait drôle. Que nos parents pensaient que je surréagissais. Puis elle a fait une pause, m'a fait ce petit sourire doux et faux, et a dit « Mais je suis là pour te pardonner. Pardonne-moi. » Elle s'est assise comme si elle me faisait une faveur, a ouvert son téléphone et a dit nonchalamment « Donc, si on peut régler cette histoire de 900 €, je considérerais que c'est de l'histoire ancienne. » Je lui ai dit « Non. » Elle m'a fixé une seconde comme si je blaguais. Puis elle s'est penchée en avant et a dit « Tu fais vraiment ça pour prouver que t'es pas une ratée ? Que ta gamine n'est pas une ratée ?» Je l'ai giflée. Pas par rage, mais par quelque chose de plus profond. Des années à avaler des remarques, à rester silencieuse, à préserver la paix pour des gens qui ne le méritaient pas. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai pointé l'extérieur. Elle est partie sans un mot. Ce soir-là, Léa m'a demandé si sa tante était fâchée. J'ai dit qu'on établissait de nouvelles règles maintenant, et que la règle numéro 1, c'était qu'on ne laissait plus les gens nous traiter comme ça. Elle a hoché la tête et est retournée à ses coloriages. Le lendemain matin, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Mes parents. Ils n'ont pas demandé ce qui s'était passé. Ils ont juste dit qu'il fallait trouver un compromis. Quand mes parents ont appelé, je savais de quoi il s'agissait avant même de décrocher. C'est mon père qui a parlé en premier, ce qui était rare. D'habitude, c'était ma mère qui arrondissait les angles, jouant son rôle de celle qui ne veut pas prendre parti, même si elle le faisait toujours. Mais cette fois, c'était la voix de mon père, basse et ferme, demandant si j'avais le temps de passer pour tout mettre à plat. J'ai demandé clairement si Valérie serait là. Il a dit oui, comme si c'était évident, et a ajouté « Elle veut arranger les choses ». C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais pas invitée pour être écoutée. J'étais convoquée pour être réprimandée. Alors j'ai dit « D'accord ». Ce n'était pas de la faiblesse. C'était de la curiosité. Je voulais voir jusqu'où ils iraient pour la protéger. Je voulais entendre tout ça en face pour arrêter de douter, pour arrêter de me demander si j'exagérais.
Je voulais m'asseoir là, les regarder et comprendre une fois pour toutes quel rôle je jouais vraiment dans cette famille. J'ai dit à Léa qu'on retournait chez papy et mamie. Elle a demandé si sa tante serait là. J'ai dit oui. Elle n'avait pas l'air ravie, mais elle n'a pas posé de questions. Elle a pris un livre et une boîte de feutre et a dit qu'elle resterait tranquille si c'était des trucs d'adultes. Quand nous sommes arrivés, la voiture de Valérie était déjà dans l'allée. Je me suis garée derrière elle, et pendant une seconde, je suis restée assise à regarder la porte d'entrée. Je crois que je savais déjà que ça allait mal tourner. Léa s'est penchée, a détaché sa ceinture et a dit « Allez, finissons-en ». À l'intérieur, c'était exactement comme je m'y attendais. Valérie était sur le canapé, les jambes repliées, sirotant un café comme si elle était au spa. Ma mère s'est levée rapidement avec un sourire nerveux, et mon père a hoché la tête une fois, comme si c'était une sorte de médiation et que j'étais l'élément perturbateur. On s'est assis. Léa s'est mise dans un coin avec son livre et n'a pas levé les yeux une seule fois. Je me souviens avoir pensé à quel point c'était étrange. Le contraste entre son innocence, son silence, et le venin que je sentais bouillir dans la pièce avant même qu'on dise un mot. Ma mère a commencé. Elle a dit qu'elle était triste de nous voir nous disputer, surtout pendant les fêtes, que les choses avaient clairement dérapé, que les émotions étaient vives. J'ai écouté, je n'ai rien dit. Puis mon père s'est raclé la gorge et a dit qu'on devait essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Je me suis tournée vers Valérie et j'ai attendu. Elle ne s'est pas excusée, loin de là. Elle a dit qu'elle était désolée que le poste ait été mal pris, que j'étais visiblement à cran et très sensible, et que si elle avait su que je pétrais les plombs, elle ne l'aurait pas partagé. Elle faisait passer tout ça pour un malentendu entre moi, l'instable, et son sens de l'humour inoffensif. Puis elle a dit, de toute façon, ta fille n'a même rien remarqué. Elle n'a pas été blessée. C'est toi qui en fais toute une histoire. Je lui ai demandé si elle aurait aimé que quelqu'un poste une vidéo de son fils en ligne en le traitant de domestique. Elle a levé les yeux au ciel et a dit, c'était une blague. Une blague débile et inoffensive. La seule qui fait comme si c'était grave, c'est toi. Et puis, comme si elle ne pouvait pas s'en empêcher, elle a ajouté, honnêtement, on dirait juste que tu cherches un moyen de me punir. Comme si t'attendais de te sentir supérieur. C'est là que ma mère est intervenue à nouveau, ne transformons pas ça en compétition. Valérie traverse une période difficile. Elle a du mal à payer son loyer. Tu dois admettre que tu l'as beaucoup aidée dernièrement, et peut-être que c'est pour ça qu'elle se sent un peu menacée. J'ai demandé quel était le rapport avec le fait d'humilier ma fille en ligne. Personne n'a répondu. Au lieu de ça, Valérie s'est lancée dans un exposé complet de sa situation financière. Elle a dit que son ex ne payait pas la pension alimentaire, qu'elle devait acheter des chaussures neuves à ses 2 fils, qu'elle avait 3 factures en retard et personne d'autre pour l'aider. J'avais déjà entendu tout ça. Chaque excuse, chaque urgence imminente, chaque culpabilisation déguisée en vulnérabilité. Puis elle a dit, tu m'aidais très bien avant. Alors qu'est-ce qui a changé, en vrai? Tu essaies de prouver quoi? Tu t'es mis dans la tête que tu valais mieux que moi? Voilà la vraie raison de sa colère. Pas parce que je lui avais tiré les cheveux, mais parce que pour la première fois depuis des années, je lui avais coupé les vivres. Pas seulement financièrement, mais émotionnellement. Je ne la tolérais plus. Et ça la rendait furieuse. Je lui ai dit que je ne paierais plus son loyer, que c'était fini. Que l'aide que je donnais venait de la gentillesse, pas d'une obligation. Et qu'elle l'avait piétinée. Elle a ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce qu'elle ne pouvait pas croire que j'étais sérieuse. Tu vas vraiment faire ça, a-t-elle dit. Jeter ta propre famille pour un post Facebook, pour ton petit orgueil de mère parfaite? Je me suis levée, j'ai dit à Léa de prendre son livre. Elle l'a fait sans un mot. Alors qu'on marchait vers la porte, Valérie a lancé, tu te crois vraiment meilleure que moi, hein? Je me suis arrêtée, je l'ai regardée une dernière fois. Puis je suis partie sans répondre, et c'était tout. C'était la dernière fois que je mettais les pieds dans cette maison. Je pensais que partir de chez mes parents serait la fin de l'histoire. J'imaginais que Valérie bouderait, se plaindrait à qui voulait l'entendre, et finirait par passer à une autre pauvre âme qu'elle n'avait pas encore essorée.
Elle rebondissait toujours, généralement en atterrissant dans le portefeuille de quelqu'un d'autre. Je n'y ai plus pensé jusqu'à 2 semaines plus tard, quand j'ai reçu un message de quelqu'un que je connaissais à peine. C'était une ancienne voisine de Valérie, une femme à qui j'avais parlé une seule fois en l'aidant à monter les courses chez ma sœur. Le message disait « Désolé si c'est bizarre, mais je pensais que tu devrais savoir que ta sœur déménage. Il y a des vêtements d'enfants et des jouets près des poubelles, et on dirait qu'elle vend des affaires. » Elle n'avait pas l'air bien. Je n'ai pas répondu. Je suis restée là avec le message sur mon écran pendant que Léa construisait une tour en Lego dans la pièce d'Ax en grave côté. Ce soir-là, en rentrant de Carrefour, j'ai pris une décision sans vraiment réfléchir. Je suis passée devant la maison mitoyenne de Valérie. Il n'y avait plus de rideau, la porte d'entrée était grande ouverte. Un de ses fils était assis sur les marches, mangeant des céréales dans un saladier. Il regardait quelque chose sur une tablette fissurée, les jambes se balançant comme s'il était là depuis un moment. L'intérieur avait l'air vide. Pas emballé, vide, creux. Il y avait des cartons, bien sûr, mais plus de canapés, plus d'étagères, plus de tables basses. Juste des piles de linge et un matelas bon marché poussé contre le mur du salon. J'ai continué ma route. Léa n'a pas posé de questions. Le lendemain matin, ma mère a appelé. Sa voix était pâteuse, comme si elle avait pleuré. Elle m'a dit que Valérie et les garçons emménageaient dans un T3 à l'autre bout de la ville, 2 fois plus petit. Elle a dit que Valérie n'arrivait plus à payer le loyer. Et après une pause, elle m'a dit qu'elle et papa avaient décidé d'intervenir, qu'ils allaient l'aider avec le loyer maintenant. Je n'ai rien dit au début. Puis elle a posé la question qu'elle retenait. T'es contente maintenant ? Ce n'était pas une vraie question. C'était une accusation. Je lui ai dit que je n'étais pas contente. Je me sentais juste libérée. J'ai dit que j'étais fatiguée qu'on attende de moi que je finance la méchanceté de quelqu'un d'autre. Et là, elle m'a balancé, ne viens pas pleurer vers nous la prochaine fois que tu auras besoin d'aide. J'ai dit que je ne le ferais pas, et je le pensais. Ça aurait pu s'arrêter là, sauf pour ce qui est arrivé quelques jours plus tard. J'ai reçu un email de ma banque. 3 tentatives de connexion échouées depuis un appareil inconnu. Puis un autre email concernant un refus de réinitialisation de mot de passe. Je me suis figée. Je n'en avais parlé à personne, pas même à ma fille. J'ai tout changé immédiatement, mot de passe, question de sécurité, compte lié. J'ai même contacté la Banque de France pour vérifier ma situation par sécurité. La banque a signalé l'incident et a dit qu'il surveillerait le compte. Je n'avais pas besoin de confirmation. Je savais qui c'était. Je ne l'ai pas confronté. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Je n'ai rien dit. J'ai gardé ça pour moi. Puis, la cerise sur le gâteau, un post Facebook de Valérie. Un appel aux dons vague et triste. Quelque chose sur les temps difficiles. Qu'elle faisait tout pour ses enfants. Besoin d'un nouveau départ. Pas d'excuses. Pas d'explication, juste un lien vers une cagnotte Litchi. Léa l'a vu par-dessus mon épaule. Elle s'est penchée et a demandé, c'est la tante qui m'a traité de boniche ? J'ai hésité, demandé si elle se souvenait de ça. Elle a dit, je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas que tu pleures encore. Cette phrase m'a frappé plus fort que tout le reste. Elle avait tout remarqué, la vidéo, la tension, mes larmes dans la cuisine ce soir-là. J'avais été tellement concentrée à la protéger de la tempête que je n'avais pas réalisé qu'elle était déjà sous la pluie. Ce soir-là, après son coucher, j'ai sorti une petite boîte en bois de mon placard. À l'intérieur, il y avait quelques affaires de marque, des mots, de vieilles photos, sa montre préférée et une clé USB. Je l'ai branchée sur mon ordinateur et j'ai regardé une vidéo que je n'avais pas vue depuis des années. Il était debout dans la cuisine avec notre fille, les dents à verser de la pâte à crêpes. Elle était minuscule, à peine assez grande pour atteindre le comptoir. Elle avait renversé de la pâte partout et avait l'air sur le point de pleurer, mais il a juste ri et a dit, c'est parfait. Maintenant tu sais comment ne pas faire. Puis il lui a essuyé les mains et lui a dit, tu te débrouilles comme une chef. Je suis restée là à les regarder, pensant au genre d'homme qu'il était, comment il faisait sentir aux gens qu'ils étaient capables, comment il la faisait se sentir en sécurité.
C'est pour ça que je me battais. Pas pour la vengeance, pas pour rendre les coups, juste pour la paix, et le bon type d'avenir. J'aurais dû savoir que Valérie n'avait pas fini. Le silence de sa part ne signifiait jamais la paix. Ça voulait dire qu'elle préparait un nouveau plan. Quelques semaines ont passé où le seul signe de son existence était ce lien de cagnotte flottant sur Facebook. De longs paragraphes vagues sur le fait de recommencer à zéro pour ses enfants. Aucune mention de pourquoi elle avait soudainement besoin d'aide. Aucune mention de la sœur qu'elle avait publiquement humiliée ou de l'argent qu'elle prenait depuis des années comme si ça lui était dû. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas expliqué. J'ai laissé les gens croire la version qu'ils voulaient. Puis ma cousine Julie m'a envoyé un SMS tard un soir. On avait grandi ensemble, partagé des chambres aux réunions de famille, mais on n'était plus très proches. Elle a dit, je ne veux pas m'en mêler, mais Valérie raconte aux gens que tu l'as agressée devant ta fille. Elle dit qu'elle a peur de toi. J'ai fixé mon téléphone longtemps. Peur de moi? La femme qui s'est moquée d'une enfant en ligne. La femme qui a essayé de pirater mon compte bancaire. La femme qui s'est pointée chez moi en exigeant de l'argent et le pardon dans la même phrase. Je n'ai pas répondu à Julie. Je ne me suis pas défendue. J'étais fatiguée d'expliquer la réalité à des gens qui préféraient un mensonge plus simple. 2 jours plus tard, ma mère a envoyé un SMS de groupe. Elle a dit qu'on devrait tous venir dîner, qu'il était temps de parler comme des adultes, que garder de la rancune déchirait la famille. Elle a dit que Valérie serait là. Elle a dit que ce serait calme. Elle a dit que c'était important. J'ai failli dire non. Mais quelque chose en moi voulait aller jusqu'au bout, pas pour se réconcilier, pas pour réparer quoi que ce soit. Je voulais être certaine. Je voulais entendre une dernière fois exactement qui il choisirait quand il le faudrait vraiment. Nous sommes arrivés avec 10 minutes de retard express. La maison avait l'air identique à d'habitude. Même table, même vaisselle, même sourire forcé. Valérie était déjà assise, parlant fort, tenant la cour comme si rien ne s'était jamais passé. Léa est entrée à côté de moi, calme, observatrice. Elle portait le même pull rouge de Noël. Je n'avais pas remarqué jusqu'à ce que Valérie le remarque. Valérie a eu un petit sourire en coin. Le dîner a commencé maladroitement. Tout le monde évitait l'évidence jusqu'à ce que mon père se racle la gorge et dise qu'on était là pour aller de l'avant. Ma mère a hoché la tête, les yeux déjà brillants comme si elle avait répété ce discours. Puis Valérie a pris le relais. Elle a dit qu'elle était désolée que je me sois sentie blessée par la vidéo. Elle a dit qu'elle n'avait jamais eu l'intention de vexer qui que ce soit. Elle a dit qu'elle n'avait pas apprécié d'être agressée physiquement et qu'elle en avait fait des cauchemars. Elle a dit qu'elle était prête à me pardonner si je pouvais admettre que j'étais allée trop loin. Je ne l'ai pas interrompue. Je l'ai laissée parler. Elle a rapidement basculé sur l'argent. Comment le nouvel appartement était trop petit, comment les garçons avaient du mal, comment elle faisait tout ce qu'elle pouvait. Elle m'a regardée et a dit que j'avais toujours été plus stable, que je ne comprenais pas à quel point c'était dur pour elle, qu'elle avait juste besoin d'aide jusqu'à ce qu'elle retombe sur ses pattes. Puis elle a dit, je ne demande pas tout, juste ce que tu avais l'habitude de donner. Cette phrase en disait plus que tout le reste. Je lui ai dit que je ne payais pas son loyer. Pas maintenant, plus jamais. Son visage a changé. Pas de tristesse, pas de choc, de la colère, celle qu'elle ne montrait que quand elle perdait le contrôle. Elle a dit que j'étais égoïste, que je punissais ses enfants pour prouver un point, que je gardais une rancune pour une blague, que j'avais toujours eu un complexe de victime et que maintenant j'entraînais ma fille là-dedans. Ma mère a essayé de calmer les choses. Mon père fixait la table. Puis Valérie l'a dit. Elle a dit, c'est quoi le problème en vrai? Tu essaies de prouver que t'es pas une ratée? Que ta fille n'est pas une ratée? Avant que je puisse répondre, Léa s'est levée. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas dit un mot. Elle a juste pris son manteau et a marché vers le couloir comme si elle en avait assez entendu. Quelque chose en moi est devenu complètement calme. Je me suis levée et j'ai dit à Valérie que j'avais fini. Que c'était la dernière conversation qu'on n'aurait jamais. Que je n'étais plus responsable de sa vie, de ses choix ou de son confort. Puis je me suis tournée vers mes parents et je leur ai dit qu'ils étaient libres de la soutenir comme ils voulaient. Mais que je n'en ferais pas partie.
Ni émotionnellement, ni financièrement. Plus jamais. Personne ne m'a arrêté. On est parti dans la voiture. Léa a attaché sa ceinture et a demandé si on pouvait aller manger une glace. Comme si c'était juste une autre course rayée de la liste. J'ai réalisé alors qu'elle comprenait déjà quelque chose que j'avais mis des années à apprendre. Partir n'est pas cruel. Rester l'est. Ça fait un peu plus de 6 mois maintenant. 6 mois depuis que je me suis tenue dans cette salle à manger et que j'ai regardé chaque personne à cette table me montrer qui elle était vraiment. Pas par un drame éclatant. Pas en criant ou en claquant des portes, mais par le silence. Par le choix de rester assis là pendant que quelqu'un insultait ma fille et demandait de l'argent dans la même phrase. 6 mois sans un appel de mes parents, pas de nouvelles, pas de SMS pour demander comment va ma fille, pas même un message pour son anniversaire, qui est tombé 3 semaines après ce dîner. Elle n'a pas posé de questions. Je crois qu'elle savait qu'il n'appellerait pas. J'ai appris que Valérie avait encore déménagé. Pas par elle, évidemment. Quelqu'un m'a transféré sa nouvelle adresse après qu'elle a posté un statut Facebook suppliant pour des dons de meubles. Elle est dans un autre quartier maintenant, une résidence HLM moins chère avec du lino au sol et des stores en plastique qui ferment mal. D'après quelqu'un qui lui parle encore, elle travaille à mi-temps dans un dépôt-vente de meubles et se plaint constamment de son patron. Ces garçons ont encore changé d'école. Elle blâme le système. Elle blâme le loyer. Elle me blâme moi. Mes parents l'aident pour le loyer maintenant. Les courses aussi, parfois. Ils se sont convaincus qu'ils faisaient la bonne chose. Soutenir une fille en difficulté. Les mêmes personnes qui lui faisaient la morale sur son irresponsabilité paient maintenant ses factures et se disent qu'elle a juste une année difficile. Peut-être qu'ils ont besoin de croire ça. Peut-être que c'est plus facile pour eux que d'affronter la vérité. Qu'ils ont élevé 2 filles et choisi celle qui détruisait tout. La différence, c'est que je m'en fiche maintenant. Il fut un temps où être exclu comme ça m'aurait anéanti. Un temps où j'aurais fait des pieds et des mains pour arranger les choses, pour m'expliquer, pour être gentil au nom de la paix. Mais quelque chose a changé. Il ne me manque pas. Les sourires forcés, les jugements silencieux, le gaslighting déguisé en inquiétude ne me manquent pas. Ça ne me manque pas que Valérie transforme chaque pièce en scène de théâtre, et que personne ne demande jamais pourquoi j'avais toujours l'air si tendu. Ça ne me manque pas de faire semblant que tout va bien au nom de la tradition. Et le meilleur, c'est que ma fille s'épanouit. Elle est toujours calme, mais elle n'est pas renfermée. Elle est concentrée. Elle apprend à cuisiner des choses que je n'ai même pas essayées avant mes 20 ans. La semaine dernière, elle a fait un dîner complet toute seule. Poulet grillé avec un glaçage miel citron vert et des pommes de terre rôties. Elle a mis la table aussi, plié les serviettes en parfait petit triangle comme avant. Je n'ai rien dit au début. J'ai juste regardé. Après le dîner, je lui ai dit que c'était incroyable. Elle m'a regardé et a dit, c'est plutôt sympa quand c'est juste nous deux. C'est vrai. On se parle plus maintenant. On a nos délires. On va au marché le samedi et on invente des vies aux gens qui vendent du savon artisanal ou des gâteaux. On passe nos dimanches à tester de nouvelles recettes et à danser dans la cuisine sur de la vieille musique qu'elle commence juste à aimer. On rit plus. On se repose plus. Plus besoin de marcher sur des œufs. Plus besoin d'attendre la prochaine pique, la prochaine faveur, la prochaine excuse que je n'étais pas sûre de devoir. Je pensais que la famille était quelque chose qu'on protégeait quoi qu'il arrive. Qu'on sacrifiait sa fierté, son confort, même son amour-propre pour la garder intacte. Mais maintenant je sais mieux. La famille, ce n'est pas le sang. C'est la sécurité, la confiance, c'est ce sentiment qu'on a quand quelqu'un vous regarde et vous voit vous, pas juste ce qu'il peut obtenir de vous. Mes parents ont fait leur choix. Valérie a fait le sien. Et honnêtement, ce n'est pas que je les ai perdus, c'est qu'ils m'ont perdu, et rien de valeur n'a été perdu. Parfois je pense à ce qui se passerait s'ils se pointaient à ma porte à nouveau, si Valérie venait frapper ou si ma mère appelait avec des excuses soigneusement formulées enveloppées de culpabilité. Mais la vérité, c'est que je ne me demande pas ce que je dirais. Je le sais déjà. Parce que quand quelqu'un vous montre qui il est encore et encore, vous arrêtez de chercher la version que vous aimeriez qu'il soit. Vous arrêtez d'expliquer.
Vous arrêtez de les inviter à revenir juste pour les regarder mettre le feu à la maison. Certains appellent ça couper les ponts. J'appelle ça fermer enfin la porte à double tour.